Ça y est, 2024 touche bientôt à sa fin et cette année aura été marquée par des événements politiques et économiques majeurs. D'un côté, une Amérique qui consolide son leadership international et de l'autre, une Europe confrontée à des défis structurels croissants. Et pour explorer ces sujets et se projeter sur 2025, j'ai le plaisir d'accueillir Tania Gonçalves, gérante d'actifs et responsable du pôle patrimoine chez Dubly Transatlantique Gestion. Ensemble, nous allons analyser les faits marquants de 2024 et déchiffrer les perspectives économiques et financières pour l'année prochaine. Bienvenue dans À l'écoute des marchés, un podcast de la Banque Transatlantique. Bonjour Tania, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Bonjour Marc-Antoine, merci pour l'invitation. Alors Tania, 2024 a été marqué par de nombreux bouleversements. Quel est, selon vous, le bouleversement le plus marquant ? Définitivement, pour 2024, le plus grand bouleversement, c'est la distorsion grandissante des économies américaines et européennes. En effet, si on regarde du côté des statistiques macroéconomiques, le PIB US pour 2024 est en croissance de 2,7%. Une croissance américaine qui bénéficie d'une consommation très résiliente, avec une solide confiance du consommateur, un taux d'épargne et un taux de chômage au plus bas et des créations d'emplois qui soutiennent toujours les salaires au-dessus de l'inflation. Une année US donc prolifique, mais vous évoquiez une distorsion grandissante avec l'Europe. Est-ce que cela veut dire, Tania, qu'on ne peut pas dire la même chose du vieux continent ? Malheureusement non. La croissance de la zone euro en 2024, elle n'a été que de 0,8% et soutenue davantage par les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, que par les pays fondateurs de l'Union européenne, que sont donc la France et l'Allemagne. Si on regarde de plus près, l'économie allemande est en récession sur ces 2 dernières années, pénalisée à la fois par le ralentissement des exportations à destination de la Chine et d'une modernisation très, voire trop lente de son industrie, particulièrement sur le secteur de l'automobile, qui représente tout de même 12% du PIB allemand, confère les licenciements que nous connaissons aujourd'hui en Allemagne de l'entreprise Volkswagen. Alors, est-ce que c'est une tendance qui se retrouve sur une longue période ? Malheureusement, oui. Si on regarde sur les 10 dernières années, le PIB américain et de l'Union européenne est à peu près sur les mêmes niveaux. On était entre 17 et 15 trillions de dollars. Aujourd'hui, 10 ans après, le PIB américain est 50% supérieur au PIB de l'Union européenne. Alors un écart se creuse donc entre les US et l'Europe. Comment cela se reflète-t-il sur les marchés financiers ? Alors les marchés financiers traduisent assez bien cette disparité, puisque si on regarde le marché américain depuis le début de l'année, il est en progression tout de même de 33%, contre seulement 9% pour l'Eurostoxx. Globalement, le S&P 500 fait à peu près 3,5 fois l'indice européen. Et si on regarde du côté du CAC 40, notre indice français, malheureusement, il est en recul de 2% depuis le début de l'année. Et qu'en est-il des marchés obligataires ? Sur les 2 zones géographiques, les taux se sont détendus en 2024. Essentiellement parce qu'on a eu un repli de l'inflation sur l'année 2024. Cependant, les taux américains se maintiennent sur des points hauts, en accord avec l'économie florissante. Et à l'inverse, en Europe, les taux n'ont cessé de baisser, reflétant les craintes d'un ralentissement économique et finalement la nécessité pour la Banque centrale européenne de soutenir la croissance européenne par une politique de baisse des taux. Parlons maintenant des États-Unis. Ça n'a échappé évidemment à personne. L'élection de Donald Trump qui a marqué un tournant politique et économique majeur cette année. Quels sont justement les principaux éléments de son programme, Tania, qui pourraient influencer véritablement l'économie américaine en 2025 ? Alors, on a 2 volets dans le programme de Donald Trump. Un premier qui est très favorable à la croissance économique et à la rentabilité des entreprises. Premier élément, on a un programme fiscal expansionniste qui vise à pérenniser les exonérations fiscales qu'il a lui-même mis en place en 2017 concernant la baisse des impôts sur les sociétés et sur les ménages. Cette année, il souhaite rééditer cette baisse d'impôts, cette fois-ci du côté des sociétés américaines, en faisant passer l'impôt sur les sociétés de 21 à 15%. A priori, on devrait normalement se limiter uniquement pour les sociétés américaines dont la production manufacturière se fait aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier point de son programme. D'autres points sont majeurs. Oui, du côté de la dérégulation. Il veut vraiment mettre en place une dérégulation du secteur pétrolier pour relancer l'exploitation du gaz et pétrole de schiste sur le territoire américain et également une dérégulation du secteur financier pour relancer notamment l'investissement. Des mesures donc qui semblent conçues pour relancer l'économie américaine. Quelles sont les prévisions justement suite à son élection ? Est-ce que ce sont de bonnes prévisions ou non ?
Oui, les prévisions sont très optimistes, à la fois du côté de la croissance du PIB, puisqu'elle est attendue à 2% pour 2025, mais également du côté des entreprises, puisqu'on attend une hausse des bénéfices par action entre 10 et 12%. Et ça, c'est sans compter les exonérations fiscales qui pourraient apporter une contribution supplémentaire estimée entre 4 et 8%. Ça, ce sont des points positifs, en tout cas, de son programme. Mais attention, j'imagine qu'il y a également des points beaucoup plus néfastes. Oui, en effet. Derrière ce programme fiscal très expansionniste, se cache un programme inflationniste. On a 2 mesures, malheureusement, qui vont dans ce sens. Le premier, c'est le retour du protectionnisme, avec la mise en place de barrières douanières à 60% avec la Chine et 10% avec ses autres partenaires commerciaux. Ces mesures pourraient, en fonction des économistes, coûter 2% d'inflation supplémentaire, sans compter évidemment une riposte éventuelle de la Chine envers les États-Unis. Deuxième élément, l'instauration d'un contrôle des flux migratoires, avec la reconduite potentielle aux frontières de 11 à 13 millions d'immigrés en situation irrégulière. Évidemment, cela fait peser une crainte importante du côté de l'inflation salariale, notamment sur les secteurs de la restauration, l'hôtellerie et la santé. Et alors, qu'en est-il du déficit public, Tania ? Oui, c'est un vrai sujet. Alors, on sait qu'on est très confronté par ce sujet au sein de l'Union européenne, mais c'est également le cas aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que si on applique stricto sensu le programme de Donald Trump, le déficit public restera à 8% du PIB, venant alimenter la dette publique qui est d'ores et déjà à 121% de dette sur PIB. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, elle était à 107%. Il faut donc rester vigilant concernant cet effet second tour. Absolument. Si ce programme était appliqué dans sa globalité, il risque d'avoir des effets plus néfastes sur la croissance avec le retour de l'inflation, on l'a dit, qui obligerait de fait le président de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell, à augmenter les taux directeurs. Pour mémoire, les taux directeurs sont encore sur des niveaux très élevés, entre 4,5 et 4,75%. Donc on comprend bien que cette hausse des taux viendrait de fait casser la dynamique de croissance économique. Et deuxième point très important, on le sait, Donald Trump a été élu avec une majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. De fait, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le président de la Banque centrale américaine est aujourd'hui le seul garde-fou contre une politique qui serait inflationniste. Alors, si on s'intéresse, Tania, sur les grandes classes d'actifs, qu'est-ce qu'on observe ? Alors, les autres classes d'actifs reflètent aussi à la fois, d'une part, une certaine croissance économique, on l'a vu, mais également les tensions économiques et géopolitiques sur d'autres zones. Et si on regarde du côté de l'or, l'or a connu sa plus forte hausse, puisqu'on a tout de même eu une progression de 30% cette année, portée par un climat d'incertitude géopolitique, malheureusement, particulièrement au Moyen-Orient. Si on regarde du côté du Bitcoin, bien que n'étant pas une classe d'actifs sur laquelle nous intervenons, il a progressé de plus de 130% et a même dépassé les 100 000 $. Ce bond est évidemment soutenu par un entourage politique favorable à Donald Trump, évidemment la personne justement d'Elon Musk, et une demande accrue pour les actifs alternatifs. Enfin, du côté du pétrole, on a eu une année assez volatile, influencé par le conflit notamment au Moyen-Orient. Mais le cours aujourd'hui revient sur ses niveaux de début d'année et évidemment, il reste un indicateur clé pour la croissance économique de 2025. Voilà pour les US. On en parle beaucoup, évidemment, c'est logique. Mais qu'en est-il du côté de l'Asie ? Notamment en Chine. Alors la bourse chinoise, le Hang Seng, a affiché une progression de 25% depuis le début de l'année, ce qui est quand même assez surprenant, mais c'est le fruit notamment des annonces d'un plan de relance qui a été mis en place donc en Chine en milieu d'année 2024. En revanche, si on regarde dans le détail, ce plan pour le moment ne semble pas porter ses fruits, puisque à ce jour, le pays n'arrive toujours pas à sortir de la déflation. Alors, quelles sont, Tania, vos perspectives justement pour cette année 2025 ? Alors, on l'aura compris, évidemment, on est favorable aux États-Unis. Ça demeure la zone d'investissement privilégiée. Mais la complexité de l'environnement économique exigera une approche assez sélective et aussi sectorielle, parce qu'on a quand même beaucoup de craintes, notamment sur les incertitudes réglementaires que pourrait connaître le secteur de la santé, de la finance. Donc, il va falloir être vigilant. Et par ailleurs, il est important de sélectionner des entreprises qui ont su s'adapter à ce contexte de vie chère qu'on a connu quand même pendant plus de 2 ans avec cette inflation et faire face aussi à la recrudescence de tensions géopolitiques. D'autres nombreux exemples illustrent aussi une capacité d'adaptation et d'innovation. Intéressons-nous tout d'abord à la capacité d'adaptation
notamment avec l'exemple Costco. Oui, tout à fait. Si on regarde le cas de Costco, second distributeur américain, il a su gérer l'inflation des matières premières en investissant énormément sur sa marque propre, ce qui lui a permis d'augmenter ses marges et d'afficher une croissance organique de plus de 6%. Si on regarde du côté de Nestlé, qui a cherché à compenser la hausse des matières premières par une hausse nette des prix, malheureusement aujourd'hui, Nestlé a perdu à la fois des clients, des parts de marché et connaît une croissance organique qui est en baisse. Ça, c'était la capacité d'adaptation. Parlons de l'innovation. Oui, l'innovation est fondamentale, notamment dans nos investissements. On va regarder notamment des sociétés qui sont capables d'innover et de créer de nouveaux marchés. C'est le cas notamment de Walmart, qui a investi considérablement ces 10 dernières années dans le développement du e-commerce et qui aujourd'hui prend une part de marché très importante. Deuxième acteur assez innovant, évidemment, c'est Alphabet, avec ses investissements notamment sur la voiture autonome. Il a investi considérablement dans le robot taxi et demain, on pourra très certainement prendre un taxi sans avoir de conducteur et c'est un marché qui est considérable pour une société comme Alphabet. Alors là, vous évoquez, Tania, évidemment des sociétés américaines. Si on regarde côté européen, à quoi peut-on s'attendre ? L'Europe, on le sait, on aura des opportunités qui seront plus limitées, compte tenu de ce contexte économique qui est beaucoup plus compliqué. Si on regarde pour 2025, la zone euro est attendue en croissance à hauteur de 1,2%. Et du côté des bénéfices par action, malheureusement, on est sur une croissance à hauteur de 5%. C'est tout de même moitié moins de ce qui est fait aux États-Unis. Et on comprend évidemment que cette croissance est affectée à la fois par le ralentissement de la Chine, qui est tout de même le second partenaire commercial de l'Europe, et évidemment l'instauration de barrières douanières avec les États-Unis, qui est son premier partenaire. De plus, nous savons, le niveau d'endettement des États, notamment donc européens, est très élevé et de fait, ça laisse une marge de manœuvre qui est quand même assez difficile pour mettre en place notamment donc une baisse de la fiscalité et ça crée aujourd'hui malheureusement beaucoup d'instabilité politique confère la situation qu'on connaît aujourd'hui en France ou encore en Allemagne. Et alors comment la Banque Centrale Européenne risque-t-elle de réagir ? La Banque Centrale Européenne, elle a guère d'autre choix que de poursuivre cette stratégie notamment de baisse des taux pour soutenir l'activité économique. Toutefois, cela ne comblera peut-être pas le manque d'investissement sur les secteurs stratégiques comme le secteur de la technologie, la santé, l'efficience énergétique industrielle pour pouvoir gagner en compétitivité sur le long terme. Allez, si on devait résumer finalement tout ce qu'on vient de dire, à quoi s'attendre finalement en 2025 pour les investisseurs ? Alors 2025, ça va être une année de stock picking. Il faudra identifier les secteurs gagnants et les entreprises qui sont capables de naviguer dans cet environnement complexe, malgré des tensions, on l'a vu, géopolitiques, d'éventuels retours de l'inflation, avec notamment donc cette politique inflationniste américaine, et des dynamiques économiques contrastées. Merci beaucoup, Tania, pour cette analyse riche et éclairante. Cette année 2024, on l'a compris, a été marquée par des divergences croissantes entre les économies américaines d'un côté et européennes de l'autre, mais aussi par des opportunités intéressantes finalement pour les investisseurs. Quant à 2025, elle sera cruciale pour ajuster les stratégies face à un environnement en pleine mutation. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode d'À l'écoute des marchés, un podcast de la Banque Transatlantique. À bientôt, Tania. À bientôt, Marc-Antoine.